Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Je reçois aujourd'hui Marie-Ève Bolduc-Robitaille qui vient nous parler d'anxiété, de son expérience de vie et du docu-réalité Un vrai selfie. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question des bonnes habitudes de sommeil. Notre collaborateur invité, Jocelyn Morettini, psychologue, vient nous parler de l'ostéo-intégration, l'aspect psychologique. Vous écoutez Folie douce, émission numéro 805. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous s'étonisez actuellement Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, Marie-Ève Bolduc-Robitaille. Bienvenue à Folie douce. Bonjour, merci. Bonjour, merci d'être là. On va parler de plusieurs sujets. On va parler entre autres d'un docu-réalité où vous avez pris part là, récemment. Mm-hmm. Mais j'aimerais ça un peu que vous nous parliez un petit peu de votre histoire parce que c'est quand même pas trop... c'est pas trop facile comme histoire. Puis on va évidemment parler de santé mentale, puis on va parler de toutes sortes de choses. Le plus rapide que je peux résumer mon histoire, en fait, c'est que je suis née d'une mère qui était très jeune, à 17 ans. Mon père était dans la drogue. Ils se sont séparés, j'étais bébé. Puis quand j'ai eu 9 ans, mon père s'est fait assassiner à la maison. Oh. Moi, j'étais pas là. Lui, il s'est fait assassiner, puis il était au Lac-Saint-Jean. Moi, j'étais sur la rive nord de Montréal. Puis c'était la veille de la Saint-Valentin. Il s'est fait assassiner. Par la suite, on a monté là-bas et tout. Par la suite, ma mère s'est mariée à un homme violent pendant 8 ans de temps. Violence physique, psychologique aussi. Par la suite, ben, c'est là que, depuis que je suis jeune, j'ai de l'anxiété généralisée, mais ça s'est concrétisé quand j'ai eu 18 ans. Puis il y a ça, l'hémétophobie, qui est la phobie du vomi, de voir, de vomir, d'entendre, de sentir quelqu'un. Ah, ça c'est arrivé plus tard, comment on l'appelle, cette phobie-là? Hémétophobie. Hémétophobie. Oui. J'ai l'impression que je l'ai toujours eue, parce que je me rappelle, étant très, très jeune, environ 5-6 ans, que j'avais déjà mes moyens pour essayer de ne pas être malade. Je me chantais une chanson avant de m'endormir le soir pour être sûre de ne pas être malade pendant la nuit, des petites choses comme ça. Ouais. Ça remonte à très loin, mais c'est pire depuis secondaire 4. À 9 ans, apprendre que son père est assassiné, on est assez vieux pour comprendre ce qui se passe. Ça ne doit vraiment pas être facile. Est-ce que vous vous souvenez des réactions ou du sentiment qui vous a habité? Comme si c'était hier, mais on dirait que c'est une autre vie en même temps. J'y avais parlé la soirée même, puis j'ai été me coucher. Puis à 1h du matin, le téléphone a sonné. C'est ma mère qui a été répondre. C'était des téléphones avec un fil en l'an 2000. Ouais. Puis je l'entendais dire comme « Quoi? C'est pas vrai? » Puis là, j'ai été la voir, puis elle me dit « Va-t'en dans mon lit. » Puis là, je me suis mis à pleurer. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. Puis je suis retournée la voir, puis là, elle pleurait. Là, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a, maman? » Puis je pleurais parce que je voyais ma mère pleurer, évidemment. Puis elle me dit « Il est arrivé quelque chose de grave à ton père. » Puis je me disais « Mon Dieu, qu'est-ce qui pouvait bien... » L'accident ou quelque chose exactement. Comme ça. Puis là, on est arrivé pour se coucher, on mettait les couvertures sur nous, puis j'ai dit « Il est quand même pas mort. » Comme ça, en riant. Puis elle a fait signe de la tête que oui. Oh wow. Puis j'ai comme un blackout. Là. Je me rappelle juste d'avoir regardé le bureau, le lit. Puis j'ai eu un blackout. Je sais que j'ai pleuré jusqu'au petit matin. Ouais. Puis quand je me suis réveillée, j'ai allumé la télé à TVA Nouvelles, c'était la face de mon père. Oh. À la télé, oui. C'est quelque chose. Là. Disons que ça commence la vie assez rudement. Là. Oui. C'est un milieu difficile. Comme vous disiez, ça, votre père était comme dans un milieu quand même pas trop recommandable, disons. Puis, c'est ça. Mais bon, c'est ça. Donc, c'est facile à comprendre que les problèmes d'anxiété sont là. Je pense qu'avec moins que ça, je pense qu'il y a des gens qui développent de l'anxiété. Ça vous a quand même fait cheminer, dans le sens que vous avez participé à un docu-réalité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est quelque chose quand même qui a été intéressant comme expérience. Oui, vraiment. Ça fait partie d'un highlight de ma vie. Ça s'appelle Un vrai selfie, qui est diffusé à UniTV puis TV5. J'ai fait partie de la saison 2. Donc, un vrai selfie, c'est quoi? Ça provient d'un autre pays, en fait, il y a toutes sortes de pays qui l'ont réadapté. Ouais. La Norvège. Qui a développé le concept. Exactement. Au départ. C'est 8 candidats vivant des problèmes de santé mentale. Ils doivent avoir une caméra avec eux à tous les jours pendant 10 semaines. Puis ils doivent se filmer 20 minutes minimum par jour. Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils sont rassemblés ou c'est plus chacun chez soi ou chacun dans son milieu? Oui, c'est chacun de leur côté. Puis le vendredi, ils se rejoignent. Dans notre cas, c'était à Montréal. On se rejoignait pour une thérapie filmée de groupe. Puis par la suite, on allait chacun de nos côtés. On avait 2 personnes du Nouveau-Brunswick, une personne de l'Ontario, d'Ottawa, de Québec, moi de la Rive-Nord de Montréal.
on était un peu éparpillés dans le Québec. Puis par la suite, à chaque vendredi, on retournait, puis on filmait, puis ça a été comme ça pendant 10 semaines. Est-ce que c'est une expérience qui a été intéressante, qui a fait du bien, qui vous a fait du bien? Oui, vraiment. J'avais déjà des outils, parce que tôt, au secondaire, je voulais moi-même aller voir, consulter quelqu'un, un professionnel, parce que je le sentais que j'allais pas bien. Puis c'est là que j'ai découvert que j'avais de l'anxiété. Fait que c'est depuis quand même... J'ai 29 ans. Ça fait quand même un bon 11 ans là, que j'essaie de travailler sur moi. Mm-hmm. Un vrai selfie, ça m'a beaucoup aidé. On a parlé des distorsions cognitives, on a parlé de plein de choses, en fait, super intéressantes. Mais j'avais déjà entendu parler d'eux. Mais ça m'a vraiment aidé au niveau de mon anxiété, que là, je suis capable de la regarder droit dans les yeux puis de dire d'arrêter. De prendre le contrôle sur ça, de ne pas être victime de l'anxiété. Exactement. Est-ce que de participer à en fait, c'est comme une télé-réalité, en quelque sorte. Est-ce qu'on sent qu'on est comme un peu... que les gens vont être comme voyeurs puis vont comme voir un peu notre quotidien? Est-ce qu'on se sent bien là-dedans? Est-ce que le fait de le faire, ça fait en sorte que vous le dites un peu, vous ouvrez dans le fond un peu votre vie pour ça libère? Ou, Oui, bien ça vient avec. Je pense que quand on s'inscrit à l'émission, on le sait qu'on va filmer 20 minutes minimum par jour. Des fois, on peut filmer 1 heure. Des fois, on peut filmer 15 minutes, mais là, ça vient comme ça rabouter au bout du compte. Mais il faut que tu t'en attendes que les gens vont vivre avec toi. Puis c'est ça qui est merveilleux avec le concept d'un vrai selfie, c'est que tu vois vraiment une personne X dans son quotidien. Tu vois comment que la personne vit ça aussi. Mais il faut penser à allumer la caméra quand tu vis quelque chose. C'est pas toujours facile. Puis on se censure peut-être, parce que c'est un peu comme sur les réseaux sociaux. On ne montre pas nécessairement toutes les facettes de notre vie. Des fois, on montre les beaux côtés. Mais dans ce cas-ci, il y a comme presque une commande de dire qu'il faut quand même donner de la matière pour le sujet. Là, mais en même temps, peut-être qu'on s'auto-censure des fois, parce que tout n'est pas facile à montrer ou à faire entendre aux gens. Hein. J'ai pas eu de la misère. Je vous avoue que j'ai pas eu de la misère parce que justement, je ne voulais pas me censurer. Je voulais que les gens voient comment je vivais mon anxiété, comment je vivais ma phobie au jour le jour, mes maux de ventre, comment je réagissais. J'ai pleuré, je disais vraiment les choses telles qu'elles sont. Ouais. Fait que moi, j'ai pas eu de la misère avec ça. C'est ça. Quels sont les trucs, justement, on sait que l'anxiété, c'est très répandu. Est-ce que vous avez développé des trucs? Est-ce que vous en avez appris? Comment on peut, quand on parlait tantôt de prendre le contrôle de l'anxiété, donc comment on peut faire ça? C'est sûr qu'il y a plein de trucs. Il y en a qui vont dire la médication. Moi, je prends des médicaments ça fait 8 ans que je prends des antidépresseurs pour contrôler mon anxiété. Il y en a qui vont dire fais du yoga, fais de la méditation. Oui, ça fonctionne, mais il faut de la volonté. Moi, j'en ai pas. Moi, c'est compliqué, là, m'établir une routine. Mes trucs, j'écoute beaucoup la télé. J'écoute beaucoup la télévision, beaucoup de Netflix. Puis moi, c'est mon moyen, c'est mon échappatoire. Donc, c'est avec ça que je me change les idées, que je réussis à me calmer avec ma doudou, mon chien, je flatte mon chien. Ça m'aide vraiment beaucoup. Sinon, c'est de parler à quelqu'un. Puis pas nécessairement du problème en tant que tel, de parler de n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, tu vas dire « Hey, mon anxiété, elle a vraiment descendu. J'étais à un 8, là, je suis rendue à un 2. » Fait que c'est vraiment de jaser. Puis avec mon conjoint, on parle vraiment beaucoup. Puis il me pose des questions souvent sur comment je me sens. Donc ça l'aide vraiment, vraiment. Donc, c'est vraiment c'est encore le dialogue, puis d'être ouvert, puis de ne pas avoir peur. On dit souvent, tu sais, quand on reconnaît aussi sa problématique, c'est déjà le début du rétablissement. Tu sais, c'est quand on refuse de l'accepter, mais quand on se dit, ben ça existe, je vais essayer de travailler avec ça, puis d'améliorer, de réduire le plus possible. Même peut-être que c'est pas possible de l'éliminer, on ne sait pas, peut-être que oui. Mais, il y en a qui réussissent. Je pense. Avec l'expérience, avec l'âge, je sais pas. Exactement. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui font en sorte que ça peut diminuer l'anxiété, que ça peut l'augmenter aussi. J'estime que j'ai fait un bon bout de chemin, mais qu'il m'en reste vraiment beaucoup à faire. Oui. Marie-Ève, vous avez aussi fait un bout de chemin, mais en fait comme entrepreneur, parce que ça serait intéressant d'en parler de quelques minutes quand même. Vous avez ouvert une friperie un peu spéciale, j'aimerais ça que vous nous en parliez. Oui, ça fait 2 semaines seulement. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai ouvert. J'ai fait ma première vente aujourd'hui. OK, ben ça tombe bien. C'est la primeur pour l'émission. Donc, ça s'appelle Friperie Féminine, mais F-E accent aigu E. MI-FEMININE.
Ninne. OK. J'ai inventé ça de mots crus. En fait, ce que je fais, c'est que je prends mes morceaux de linge que je ne veux plus ou qui me font plus et je les mets sur Instagram. J'ai seulement une page Instagram. J'ai pas voulu me partir de site Internet ou de page Facebook. C'était trop d'entretien. Donc, juste sur Instagram, je mets des belles photos de mes vêtements à vendre, vraiment pas cher. Des morceaux à 5, 10 $. Il y en a que c'est de marque, il y en a que non. Justement, pour que ça soit une friperie de seconde main. Mais que ce soit quand même des belles choses. Puis, je demande aux gens s'il y en a qui veulent se débarrasser de leur linge. Puis ce que je fais, c'est que je m'occupe du repassage, de prendre des photos, de la vente, le shipping, whatever. Puis, ceux que j'arrive pas à vendre, je veux les donner à un organisme en santé mentale. Je ne l'ai pas trouvé encore, mais ça s'en vient. Pour permettre que cet organisme-là de recueillir des fonds, puis d'avoir... donc, il n'y a rien qui se perd, là, tout est là, puis ça donne des résultats. Oui. Pourquoi avoir fait ça? Est-ce que la fibre entrepreneuriale était chez vous ou comme... Ça a toujours été, oui, d'une certaine façon. J'ai toujours voulu avoir une propre compagnie. Je savais pas de quoi. Je savais pas trop où je m'en allais avec mes skis. Puis j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce concept-là de friperie. Puis moi, j'ai beaucoup de linge. Puis je voulais justement donner la chance à ceux et celles qui n'ont pas beaucoup d'argent de pouvoir se permettre de s'acheter quelque chose de beau parce que ça fait du bien. Ça aussi, pour l'anxiété, de magasiner, des choses qui te font du bien, de prendre soin de toi, c'est important. C'est vraiment important. Fait que je voulais donner la chance à ceux qui peuvent moins de pouvoir le faire. La meilleure façon de trouver, est-ce que c'est de chercher, mettons, parce que peut-être les gens ont de la misère à noter la façon, mais si on cherche votre nom, puis friperie féminine, j'imagine qu'on va trouver. Sur mon Instagram personnel, qui est Maryeve, Maryeve. Maryeve. 2 _. C'est marqué dans mon descriptif. OK, fait qu'à ce moment-là, c'est facile de trouver directement. Il reste peut-être une minute. En santé mentale, si vous avez comme un mot à dire, mettons, sur la situation générale, parce que vous avez quand même éprouvé plusieurs choses, mais comment vous voyez un peu le monde de la santé mentale? Est-ce que évidemment, il y a des améliorations à apporter, mais c'est une grande question, on a peu de temps. Mais, oui, c'est une très grande question pour si peu de temps. Oui, mais peut-être votre perception de la question de la santé mentale. Il y a un mot qui me vient en tête, c'est démystifier. C'est encore trop stigmatisé, la santé mentale. Même si on essaie. Je suis répartitrice 911, je me suis fait juger. J'avais un blog. Je me suis fait juger sur mon blog parce que je parlais de santé mentale et tout. Je l'ai fermé à cause de ça. Le monde juge beaucoup ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Ils s'imaginent que c'est des fous qui doivent aller en asile ou quoi que ce soit. Malgré toute la démystification qui s'est faite, puis tous les gens qui ont parlé, puis des gens connus qui se sont ouverts un peu sur la question, on dirait qu'il y a un tabou qui ne veut pas... s'enrayer. Non, ça ne veut pas s'en aller. C'est ça. Alors, il faut continuer à démystifier. Je pense que c'est ça. Oui. C'est un bon mot, effectivement. On continue. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Donc, la participation, merci. Puis bonne chance pour tous les projets et tout ça. Donc, Maryeve Bolduc-Robitaille, merci d'avoir été avec nous à Folie Douce. Merci à vous. Au revoir. Bye-bye. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. C'est le bloc Espresso. Bonjour, Pierre Laporte. Salut, Yvan. Alors, tu nous parles aujourd'hui des bonnes habitudes de sommeil. Oui, les bonnes habitudes de sommeil. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours. Oui. Ça m'a toujours intéressé, puis je trouve que c'est tellement important, puis on le néglige souvent, moi le premier. Fait que, moi aussi le premier, c'est un peu drôle que je donne des conseils. En fait, c'est pas les miens, là, mais... peut-être qu'on veut se forcer justement à les suivre, ces conseils-là, un jour ou l'autre, parce que moi, j'aimerais ça avoir des meilleures habitudes de sommeil. Moi aussi. Ouais. Mais tu vas voir qu'on n'est pas les seuls. Parce que selon un article que j'ai trouvé sur Internet, qui vient du site de Statistique Canada, qui parle de la durée et la qualité du sommeil chez les Canadiens âgés de 18 à 79 ans. Il y a un article qui a été écrit par M. Jean-Philippe Chaput en collaboration avec Suzy Wong et Isabelle Michaud. Et ils concluaient leur recherche en disant qu'un sommeil de courte durée et une pauvre qualité de sommeil sont courants chez les Canadiens adultes. Environ le tiers de ceux-ci ne dorment pas le nombre recommandé d'heures par nuit pour assurer une santé physique et mentale optimale. Oui, ça, j'ai pas de la misère à croire ça, effectivement, là. Maintenant, dans un autre article que j'ai trouvé sur le site de fondationsommeil.com, on donne 10 bonnes habitudes à adopter. Alors, est-ce que tu es prêt? Absolument.
Là, j'ai pas de crayon, mais je vais les prendre en note dans ma tête. Ouais. Alors, premièrement, ça prend des horaires réguliers de sommeil, autant que possible. Maintenez la plus grande régularité possible dans vos heures de sommeil. Réglez d'abord votre heure de lever et couchez-vous le soir lorsque vous ressentez le besoin de dormir. Même si c'est très tard dans la nuit, les heures de coucher finiront par se régulariser progressivement. C'est vrai qu'on règle notre réveil matin. Mais on règle pas notre corps. On s'écoute pas, dans le fond, c'est ça. C'est vrai qu'on dit souvent, faut que tu t'écoutes. T'es fatigué, tu vas dormir. Dans le fait, c'est ça qu'on devrait faire. Ouais. Deuxième conseil, l'exposition régulière à la lumière. On nous dit la mélatonine, hormone qui favorise le sommeil, fuit la lumière. Votre horloge biologique répond très fortement à l'exposition à la lumière. Maintenez la plus grande régularité possible dans vos heures d'exposition à la lumière et à la noirceur. Exposez-vous le plus possible à la lumière solaire le jour. Dormez dans la noirceur et demeurez dans la lumière tamisée la nuit si vous sortez du lit. 1 heure avant de vous coucher, allumez la lumière indirecte plutôt que celle du plafond. Et les écrans des ordinateurs, des iPads, des tablettes envoient une très forte lumière. Et des études scientifiques ont démontré que cette exposition lumineuse suffit très largement à ralentir l'arrivée de la mélatonine, cette même hormone qui nous plonge dans les bras de Morphée. Alors on dit évitez donc de regarder vos courriels ou votre Facebook juste avant de vous coucher. Si vous vous réveillez en pleine nuit, même conseil. Oui, absolument. N'y allez pas. Oui, parce que ça stimule le cerveau. Oui, plus qu'on pense. Oh, absolument. Troisième conseil, évitez de faire des siestes. Si vous souffrez d'insomnie, détendez-vous, mais évitez de faire une sieste si vous ressentez de la fatigue importante au cours de la journée. De manière générale, la sieste vient diminuer la pression de sommeil. Vous serez moins fatigué au moment de dormir le soir. La sieste vient perturber votre rythme éveil-sommeil. Quatrième conseil, évitez la drogue et l'alcool pour vous endormir. Même s'ils aident à s'endormir, ils comportent un inconvénient majeur dont vous ne vous rendez peut-être pas compte. Sous l'influence de l'alcool et des drogues, la qualité du sommeil diminue. Or, on dort mais mal et on récupère moins bien. Il a été démontré qu'en prenant des substances ou de l'alcool, les personnes s'endorment vite, mais leur sommeil est tout décousu et de très mauvaise qualité. Résultat, on se réveille fatigué et mal en point, même si on a dormi longtemps. Oui, c'est ça. On peut avoir un sommeil plus léger puis un peu entrecoupé de moments de réveil. Oui, parce qu'on peut dormir longtemps aussi, mais c'est pas tellement réparateur. Non, c'est ça. Alors que des fois, on peut dormir seulement que quelques heures ou faire un somme, puis on se sent c'est plus mieux. Profond, puis c'est plus... c'est vrai. Ouais. Cinquième conseil, ne restez pas dans votre lit. Lorsque l'on n'arrive pas à s'endormir ou à se rendormir, il ne faut pas rester longtemps dans le lit. Quittez votre chambre si vous vous réveillez la nuit et que vous avez du mal à vous rendormir. Détendez-vous dans la lumière tamisée d'une autre pièce jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin de vous rendormir. Évitez les activités stimulantes, comme le ménage ou le travail, etc. Vérifiez les courriels, on a parlé tantôt, en pleine nuit. Le conseil vaut aussi le matin au réveil. C'est une mauvaise habitude que de traîner au lit car le cerveau, encore une fois, associe le lit à un état d'éveil. Quittez votre lit si vous ne dormez pas au bout de 20 minutes. Revenez un peu plus tard quand vous ressentez la fatigue. Faites cet exercice autant de fois qu'il le faut. De plus, réservez votre chambre à coucher pour le sommeil et les activités sexuelles. Oui, non, c'est intéressant. Mais c'est effectivement, c'est d'arriver. Il faut que le sommeil arrive. Tu sais, c'est ça, c'est quelque chose qu'on doit sentir arriver. Puis là, on y va au lit. C'est aussi simple que ça. Il faut s'écouter, c'est ça, parce que c'est pas nécessairement la même heure pour tout le monde. Puis les gens ont différentes habitudes. Il y en a des gens qui vont se coucher très tard, puis ça va faire leur affaire à eux, effectivement.
On va, je pense, poursuivre. Oui, de toute façon, un 6e conseil? Oui, peut-être avant de poursuivre. Oui. Alors, ne regardez pas l'heure la nuit. Étrange conseil, n'est-ce pas? Il est pourtant scientifiquement démontré. En fait, lorsque vous regardez l'heure en pleine nuit, votre cerveau ne peut s'empêcher de compter le nombre d'heures qu'il vous reste à dormir ou celles que vous avez déjà dormi. Résultat, cela induit très subtilement un stress, une anxiété du temps qui passe et ce stress favorise l'insomnie. On va poursuivre. Je continuerai, oui. Effectivement, les bonnes habitudes de sommeil à Folie Douce. À venir dans l'émission, nous recevons Jocelyn Morettini, psychologue. Nous parlons d'ostéo-intégration, de l'aspect psychologique principalement. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec les bonnes habitudes de sommeil. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. J'ai le plaisir d'accueillir notre collaborateur, Jocelyn Morettini, mais qui est aussi présent aujourd'hui à titre de psychologue de la clinique d'évaluation du potentiel à l'ostéo-intégration. Alors, bonjour, Jocelyn. Bonjour. Bonjour. On faut dire aussi que c'est attaché, cette clinique, au CIUS du Centre-Sud de Montréal. Tout à fait. Tu vas nous parler de quelque chose qui est assez révolutionnaire. Vous avez peut-être entendu parler, les gens qui nous écoutaient à la télé, il y a eu un peu des reportages ici et là, des nouvelles, des choses comme ça. C'est quelque chose qui va beaucoup aider, je pense, justement, l'ostéo-intégration. Mais peux-tu nous décrire ce que c'est? Alors, l'ostéo-intégration, c'est simplement le fait d'amener une pièce de métal qu'on va fusionner à un os. C'est quelque chose qui est déjà connu depuis des dizaines d'années, entre autres en dentisterie. C'est les implants qu'on met dans la mâchoire. On perce la mâchoire, on met l'implant de métal et on met une dent par-dessus artificielle. Donc ça, c'est bien connu, bien utilisé. Mais là, on vient de le transférer pour les personnes amputées. Okay. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un os, comme le fémur ou le tibia, sont des os qui sont évidemment creux, on va introduire un implant de métal, donc une barre de métal, si vous voulez, directement dans l'os. Et une autre partie de cette... donc, la première partie va se fusionner à l'os. Avec le temps, là, l'os va venir créer des fibres qui vont se coincer sur la... Envelopper un peu, si on veut. Oui, tout à fait, c'est ça. Et c'est ce qu'on va appeler un peu une fusion. Et une autre partie de cet implant-là va toujours être à l'extérieur du corps. Donc, les gens qui sont amputés au-dessus du genou ou en dessous du genou, ben, ils vont avoir une partie de métal d'à peu près une dizaine de centimètres qui va sortir de leur corps en continu. Et on va attacher la prothèse directement sur cette partie de métal. Okay. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la prothèse, elle est connectée directement à l'os et non au moignon. C'est-à-dire que d'habitude, on a une emboîture et ça, cette emboîture-là va venir se coller sur la peau, donc sur des chairs. Ça, c'est pas nécessairement très stable. Des fois, c'est aussi inconfortable ou il peut arriver certains problèmes là, d'irritation, des choses comme ça aussi. Là. Exactement. Puis en fait, c'est une des grosses problématiques des patients qui vont pouvoir faire l'ostéo-intégration. C'est ceux qui ont des problèmes de peau, entre autres. Donc, des plaies à répétition à cause de l'emboîture, des fois de la chaleur. D'autres ont des problèmes de suspension, c'est-à-dire que l'emboîture tombe parce que l'emboîture est difficile à connecter sur la peau. Okay. Et par la suite, ce qu'on peut voir aussi, c'est des gens qui ont de la difficulté à marcher à cause de ça, ils se blessent continuellement, des douleurs. D'autres vont avoir des névromes, c'est-à-dire une boule de nerf, si vous voulez. Quand on sectionne un nerf, ça peut former une espèce de champignon à l'intérieur. Là, le nerf forme un champignon qui, quand on touche, peut faire mal. Donc, la prothèse, le poids, quand on va déposer notre poids à l'intérieur de la prothèse, ça peut appuyer sur ça, ou sur des exostoses, donc des pointes d'os qui vont faire des douleurs à la marche, à la mise en charge sur la prothèse traditionnelle. Parce qu'une amputation, c'est pas toujours totalement parfait, là. C'est ça, j'imagine qu'il y a, comme tu dis, il y a plusieurs... On aimerait que ça soit toujours un beau cylindre avec une peau résistante. Bien rentré dans la prothèse. Mais c'est pas ça la réalité. Puis il faut pas oublier que la peau d'une cuisse, là, c'est pas fait pour marcher dessus. Ouais. Hein, c'est la peau du talon, la peau du pied. Elle est plus épaisse, elle est plus résistante. Mais là, on a une cuisse qui reçoit les mêmes frictions qu'un pied. Mais c'est pas fait pour ça. Donc, effectivement, certaines peaux peuvent créer des blessures importantes et c'est pour ça que l'ostéo-intégration, c'est intéressant. On vient donc directement porter le poids et la tâche se fait directement avec une petite clip de métal et c'est tout simple à porter, c'est facile à mettre et on a transmission directement du poids sur l'os. Donc, c'est aussi facilitant la marche.
il n'y a plus de problème de peau. Mais il y a d'autres problèmes, il y a des dangers qui viennent avec ça, entre autres à cause des infections. Il y a l'image corporelle qui est changée. Il ne faut pas oublier là, que maintenant, on a un corps qui est un peu bionique. Parce qu'on a une pine de métal qui sort de notre corps. Pour certaines personnes, ça peut être difficile. Et puis, ce que ça va créer aussi, c'est qu'autour de cet implant de métal qui sort du corps, il y a ce qu'on appelle une stoma, c'est-à-dire une plaie en continu. On a créé un trou dans le corps qui ne se refermera jamais. Okay. Donc, la peau ne se fusionnera pas sur le métal. Et elle donc, vient envelopper, mais ça reste pas, c'est pas de la fusion, là, c'est ça? Exact. C'est un peu comme si vous imaginez la peau de vos paupières sur votre œil. C'est là, mais c'est pas fusionné, ça peut bouger. Okay. Et donc, les bactéries peuvent rentrer par cet endroit-là. Donc, ça devient un trou, une porte d'entrée pour les bactéries. Bon, l'œil, le nez, la bouche, ce sont des muqueuses qui sont faites pour combattre les bactéries, puis ça fonctionne. Alors, on a des trous dans le corps humain qui sont tout à fait préparés pour ça. Par contre, à la hauteur de la stoma, c'est-à-dire dans la cuisse ou dans le mollet, c'est pas possible. On n'a pas cette muqueuse-là, donc là, il y a plus de risques d'infection, ce qui peut des fois amener juste une nécessité de petits antibiotiques topiques, c'est-à-dire sur la peau, mais d'autres fois, ça fait plus sérieux. Là. On va avoir la crainte d'une infection de l'os, ce qui peut amener soit une autre amputation, un retrait de l'implant. Il peut y avoir des fractures de l'os, il peut y avoir des problématiques de l'implant qui casse. Toutes ces choses-là sont quand même présentes. Il faut donc que des gens qui comprennent bien les risques et que les gains soient plus importants que le risque qui est présent. Et sûrement que c'est le cas, là, il y a plus de gains. Puis évidemment, on va parler, Jocelyn, parce que tu es psychologue, donc il y a le côté psychologique à ça, parce que tu nous effleurais le sujet tantôt, mais quelqu'un qui sent qu'il y a comme quelque chose dans son corps qui devient un peu, je sais pas, il y a quelque chose d'extérieur, mais qui fait maintenant partie, c'est pas comme une prothèse qu'on vient ajuster, là. Donc le côté psychologique est important à comprendre aussi pour ça. Tout à fait, il y a plein de bénéfices psychologiques, mais il y a aussi des risques psychologiques à cette chirurgie-là. Je veux quand même pas non plus négliger le fait que c'est une équipe interdisciplinaire, donc il y a un physiatre, le chirurgien, un physiothérapeute, un prothésiste et un psychologue qui fait l'évaluation du patient. Et c'est après une journée d'évaluation qu'on donne une réponse au patient. Donc c'est une image globale qu'on va chercher et on est les premiers au monde à faire cette image globale-là. Okay. On est peut-être le 4e, 5e site au monde à faire cette chirurgie-là, donc même si ça existe depuis à peu près 25 ans, il y a eu très très peu de cas au début. On est le premier en Amérique à faire cette chirurgie, le premier au Canada. Et ça reste quand même très nouveau. Malgré les quelques milliers de cas, c'est pas aussi connu qu'avant. Mais ce qu'on sait par rapport à d'autres formes de chirurgie, comme les implants de neurostimulateurs qui sont mis dans la moelle épinière, d'autres comme les transplantations de cœur, de rein, ainsi de suite, il existe des formules d'évaluation psychologique pour ces patients-là, parce qu'on se rend compte, c'est que si certains critères ne sont pas atteints au niveau psychologique, la résultante va être moins bonne. Donc, soit la chirurgie sera moins efficace, ou voire ça ne sera pas efficace du tout. Donc, le taux de succès diminue si on n'a pas certaines garanties psychologiques. Puis en plus de ça, on ne veut pas non plus accentuer le problème d'une personne. Par exemple, on a une personne qui a un trouble d'image corporelle, puis là, on vient lui mettre une pine de métal qui sort de son corps. Ben, on ne va pas aider son cas. Sauf qu'on la voit, une fois que la prothèse est placée sur cette pine-là, comme tu dis, on ne la voit plus, là, dans le fond. Malheureusement, ça. Non, on la voit tout le temps. On la voit tout le temps? Oui, okay. Même si on a la prothèse, on va la voir tout le temps. Okay. Et puis, on ne peut pas porter la prothèse toute la journée. Okay. Donc, il y a des moments où on va l'enlever. Là, la personne est devant ça. Là. Tout à fait. Okay. Mais même quand on attache la prothèse dessus, on voit quand même la pine de métal. C'est ça. Donc, cette partie de métal se voit toujours. Tant qu'on ne met pas un pantalon ou tant qu'on ne met pas autre chose, parce que là, la personne, dans la vie de tous les jours, peut-être qu'elle ne la voit pas comme telle, mais elle est là. Exact. Ouais. Il y a donc des écrits, à travers des recherches sur d'autres formes de chirurgie. J'en suis venu à développer une trentaine de critères. Ils ne sont pas tous aussi importants un que l'autre. Il y a une quinzaine de critères, sur 30, il y a une quinzaine de critères que je vais dire prioritaires. Ouais. Que si c'est côté positif sur ces critères-là, il n'y aura pas de chirurgie tant que le critère ne sera pas résolu. Okay. D'autres sont plutôt des critères d'exclusion relatifs, d'autres plus des critères à observer pour faire une image globale du risque. Donc, par exemple, dans les critères prioritaires, imaginons par exemple quelqu'un qui a des états de psychose répétés, puis que sa schizophrénie n'est pas résolue. Cette personne-là pense que, par exemple, on peut lui envoyer des messages du FBI de plein de manières.
Et puis, il a peur qu'on lui a implanté des chips secrètes dans le cou, et ainsi de suite. Puis là, on va lui mettre une pine de métal qui va devenir une super antenne pour le FBI. On va pas du tout l'aider, on va juste contribuer à sa psychose et ça va être au détriment du patient. C'est sûr. Imaginons par exemple quelqu'un qui a un trouble obsessionnel compulsif de lavage. Puis lui, il se lave 30-40 fois les mains pour toujours que ça soit propre. Ben, évidemment, cette personne-là, si elle commence à faire ça sur sa stomie, qui devrait être nettoyée avec de l'eau doucement, 2 fois par jour seulement, ben là, s'il fait ça 30-40 fois, il va se blesser, puis va se réouvrir, là, ça va créer des infections, et là, il pourrait avoir réamputation, perte de l'implant. Donc, il y a des implications un peu directes liées à certains troubles de santé mentale. Puis, on va regarder aussi des implications indirectes du genre des gens qui ont des troubles de stress post-traumatique, des dépressions. Ils sont dans un état mental où ils n'ont pas beaucoup de ressources. Hein? Et là, on va leur demander de faire une réadaptation qui va durer peut-être 8 à 12 semaines. Ils vont moins marcher, ils vont avoir des douleurs. Après cette opération-là, ça prend quand même longtemps. Oui. Il y a plusieurs semaines sans mise en charge. Après, c'est 6 semaines avec seulement une béquille. Puis après, c'est 6 semaines avec avec 2 béquilles en premier, puis après une béquille, puis après sans rien. Ouais. Donc, ça prend du temps avant de revenir à la marche normale. Tout ça, si on est déjà très fragilisé mentalement, on n'arrivera pas à s'investir et on va moins bien performer, on va avoir de la difficulté à pleinement utiliser l'ostéo-intégration. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire aux gens, mais traitez-vous d'abord et puis revenez après. Puis, même dans des chirurgies aussi simples que des implants de genoux, de prothèses totales de genoux, de hanches, là, qui sont très communs chez les personnes âgées, ben, même ces gens-là, s'ils sont anxieux, dépressifs, ou même s'ils ont un moins bon moral que d'autres, ce qu'on va voir, c'est que la quantité de pas marcher puis le niveau fonctionnel va être plus bas chez ceux qui ont un moral ou un état mental plus faible. Donc, vous allez leur suggérer souvent peut-être de ne pas procéder ou d'attendre, comme tu dis, après que tout sera un peu plus stable. Là. Exact. Et puis, on l'a fait quelques fois. Ouais. Et puis, on s'est rendu compte justement des effets positifs de ça. Donc, vous montrez vraiment tout le tableau, les bons, les mauvais côtés, puis la personne est toujours libre de choisir je veux y aller ou finalement je suis pas prête, puis je serai peut-être jamais prête, là, elle a le droit. Là. Exactement. Non, on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit, mais on veut s'assurer surtout que la personne aussi est libre de son choix et que cette personne-là comprenne bien les risques. Des fois, les gens voient ça comme la panacée, la magie. Là, je vais me mettre à courir. On ne peut pas courir là-dessus. C'est ça. Sauf qu'il y a quand même probablement une meilleure stabilité que si la personne avait une prothèse ancien genre, si on veut dire. Là, c'est ça. Tout à fait. Pour certaines personnes, ça vaut la peine. Pour d'autres, ils sont tellement efficaces en ce moment avec leur prothèse traditionnelle que si on fait ça, on va augmenter les risques et ils vont plus avoir de pertes. On va les déstabiliser dans leur façon de, effectivement. Donc, c'est toujours du cas par cas. Mm-hmm. Puis, c'est pour ça que la clinique est là pour vraiment leur dire, ben oui, ça vaut la peine ou pas, mais pour s'assurer qu'ils comprennent le risque aussi. Et alors, des fois, c'est aussi un travail d'éducation. Puis, ces gens-là, ben justement, quand ils comprennent justement qu'il y a peut-être des choses à faire avant sur eux, c'est toujours plus efficace de passer peut-être 3-4 mois à travailler sur sa santé mentale avant, puis avoir un grand succès après, que de dire, OK, on fait tout de suite la chirurgie, ben après ça, c'est à vie que l'efficacité de la chirurgie est moins là. On ne peut pas la redéfaire. Là. Je veux dire, une fois qu'on a pris, c'est quand même une décision importante. Là. En terminant, Jocelyn, on peut, pour en savoir plus, parce que ça va évoluer constamment, c'est certain, c'est assez récent. Il y a quand même plusieurs personnes probablement qui ont eu recours. Là, on a une dizaine de patients en 2 ans. Là, puis le gouvernement nous a offert quand même là, une 50aine de patients sur les 3 prochaines années. OK, fait que ça va être intéressant comme défi aussi pour... mais comment on peut en savoir plus justement sur l'ostéo-intégration puis le côté même psychologique, j'imagine? Donc, vous pouvez aller sur le site du CIUS Centre-Sud de Montréal, puis si c'est un peu trop compliqué à trouver, tapez simplement amputation, ostéo-intégration, puis Montréal. C'est sûr que vous allez trouver dans les premiers résultats le site du CIUS de Montréal. Merci beaucoup. Merci Jocelyn Morettini, donc psychologue de la clinique d'évaluation du potentiel à l'ostéo-intégration, clinique donc affiliée au CIUS du Centre-Sud de Montréal. Merci et à la prochaine. Merci, ça m'a fait plaisir. Au revoir. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. Nous poursuivons avec l'espresso allongé, les bonnes habitudes de sommeil, toujours un sujet très important et qui me fascine, qui te fascine, qui nous intéresse, même si on ne met pas tant que ça en pratique. Je le mets un peu en pratique, mais j'aimerais encore faire mieux. Oui, c'est difficile, ça demande de la discipline. Oui, mais le côté de laisser le sommeil arriver, ça,
je réussis assez souvent, je pense, d'y arriver. Là, mais c'est une bonne façon. Moi, ce que je fais, puis je sais pas pourquoi je fais ça, mais des fois, j'ai tendance à combattre le sommeil, l'avenue du sommeil. Puis ça, c'est vraiment une Puis après, pas une bonne souvent, idée. Ça passe, c'est ça. Puis avant que ça revienne, c'est par cycle, c'est ça, effectivement. Ouais. Alors, je vais poursuivre la lecture de mon article que j'ai trouvé sur le site de fondationsommeil.com. On donne 10 conseils pour aider le bon sommeil. Ouais. Alors, j'étais rendu au 7e conseil qui nous dit « Pas trop de stimulants en journée. Évitez l'utilisation excessive de substances stimulantes au cours de la journée, à moins de prescription médicale. » On y va plus doucement sur le café, les boissons énergisantes, le chocolat, les boissons gazeuses et toute autre substance stimulante. Au moins 5 heures avant de se coucher, il faut éviter ces substances et boissons. 8e point, l'atmosphère de votre chambre doit favoriser le sommeil. On nous dit votre chambre doit induire le sommeil et en favoriser la qualité. Elle doit être calme. Ajoutez des rideaux insonorisants s'il le faut, du double vitrage, etc. Le calme diminue le nombre de micro-réveils. Elle doit être très sombre. Si la pièce est trop lumineuse, cela diminue la production de mélatonine et donc diminue la qualité et la quantité de votre sommeil. Si vous souffrez de peur ou de cauchemar, raison pour laquelle vous laissez la lumière allumée, vous pouvez consulter un psychologue ou prendre des médicaments contre les terreurs et les cauchemars. Cette chambre doit être tempérée au niveau de on parle de température. Le sommeil survient lorsque la température du corps diminue légèrement. Avoir trop chaud va donc ralentir le processus d'endormissement et favoriser de nombreux micro-réveils dans la nuit. Avoir trop froid n'est pas bon non plus. Il vous faut trouver la bonne température selon que vous êtes frileux ou pas, mais mieux vaut avoir plus de couverture dans une atmosphère fraîche qu'une chambre surchauffée et peu de couverture. Il y a des gens que je connaissais qui dormaient la fenêtre ouverte, même l'hiver. Ils étaient habitués comme ça, mais c'est pas chaud. C'est vivifiant, mais c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Et finalement, on dit qu'elle doit être bien ventilée pour une bonne oxygénation du cerveau durant la nuit. Il faut que la chambre soit bien aérée régulièrement. Nous produisons beaucoup de polluants dans l'atmosphère d'une maison, comme par exemple la cuisine, les produits nettoyants, les parfums, etc. L'aération permet d'assainir l'atmosphère de la chambre, ce qui est bon pour notre cerveau durant la nuit. Ouais. 9e point. Planifiez un temps de repos et de loisirs tous les jours, particulièrement en soirée. Mais ne vous lancez pas dans une activité physique intense en soirée. Vous pensez peut-être que ça vous apporte une bonne fatigue et qu'après vous dormirez mieux, mais généralement cela induit l'inverse. Les activités physiques stimulantes donnent de l'énergie, dopent le cerveau de substances énergisantes et stimulantes, bref, pas de quoi faire dodo. Et des fois, il y a des gens qui se mettent une espèce d'habitude, tu sais, par exemple, se brosser les dents, lire, puis le corps comprend que c'est précédent le sommeil, donc ça met en place le sommeil qui va arriver. Pour ceux qui sont routiniers. Oui, d'avoir une espèce de routine qui va faire en sorte qui va nous amener au sommeil. Ouais. Ça me fait penser quand on regarde les séries éliminatoires du hockey, là, puis que ça finit très tard, puis c'est très énervant. Ouais. Il me semble que tu as de la misère à te rendormir après. Ben, c'est ça. C'est pas toujours facile d'avoir la même hygiène, si tu veux, de sommeil ou la même habitude. C'est ça à cause de ça. Ouais. Oui. On nous dit sur le site, l'épuisement physique n'induit pas le sommeil. Très paradoxalement, on met plus de temps à s'endormir en étant épuisé. Dans les activités physiques, il faut trouver la juste mesure. Le soir, mieux vaut faire des activités de méditation, de yoga ou des activités tranquilles, comme par exemple le bricolage créatif ou la lecture. Cela dit, l'activité physique est essentielle à un bon sommeil. Cela permet d'oxygéner le cerveau et cela favorise une bonne santé générale. Les deux sont liés, le tout est de savoir quand le faire. Ouais, c'est peut-être pas bon pour tout le monde, mais moi, j'ai remarqué pour moi, si je marche à l'extérieur, une certaine journée, je ne fais pas nécessairement chaque jour, mais les journées que je fais ça, j'ai l'impression d'avoir un meilleur sommeil. Tu sais, sûrement, il y a une oxygénation, puis peut-être quelque chose une détente qui vient avec la marche, qui fait sûrement, que... Et 10e point, de manière générale, ce que l'on a dans le ventre
a une influence directe sur la qualité de notre sommeil. Là, on tombe dans les habitudes alimentaires. Des aliments trop acides peuvent générer du reflux gastrique, induisant des brûlures de l'œsophage en position allongée. Des repas trop lourds vont empêcher le sommeil de venir. Une fois allongé et prêt pour le sommeil, le processus digestif commandé par l'horloge biologique ralentit. Un système digestif au ralenti avec ventre plein, ça fait mauvais ménage. Résultat, ballonnement, crampes, etc. Et on termine en disant des repas trop légers lorsque l'on a faim, une hormone stimulante est sécrétée empêchant le sommeil de venir. Le corps réagit au manque, il crie et vous empêche de vous endormir. Une alimentation qui favorise la prise de poids n'est pas idéale pour le sommeil. En effet, une prise de poids trop importante peut induire de l'apnée du sommeil, par exemple. Ouais, c'est vrai. Alors voilà pour les 10 conseils. C'est intéressant, c'est un sujet qu'on devrait je trouve, retraiter parce que c'est tellement important, écoute, pour la bonne santé mentale et physique, je pense que c'est très important. Merci beaucoup, Pierre, les bonnes habitudes de sommeil. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, merci beaucoup, Pierre Laporte, pour la mise en onde. Bienvenue, mon cher. Merci également pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as donné des bonnes habitudes de sommeil. Un sujet auquel on devrait revenir. Je pense. C'était pas trop endormant. Absolument pas. Plutôt stimulant même. En tout cas, il nous a beaucoup donné d'informations. Merci beaucoup pour ça. Notre invitée en début d'émission, Marie-Ève Bolduc-Robitaille, nous a parlé d'anxiété, nous a parlé de son expérience de vie, aussi du docu-réalité, un vrai selfie. Merci d'avoir été des nôtres. Notre invité, collaborateur, Jocelyn Morettini, psychologue, nous a mieux fait connaître l'ostéo-intégration, l'aspect psychologique de ce sujet-là. C'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.